immédiatement la l'affaire de drogue. La brigade des stupéfiants vient d'envoyer hier et conseil. Il est placé en maison de correction. L'ennemi public numéro B, dès l'âge de 17 ans, il a des ennuis avec le judiciable. Ils sont pris en charge par la photo datant de son incarcération. Je vous ai abandonné, chers téléspectateurs, il y a 15 jours sur cet épisode du dossier d'un des rôtisseurs de Paris qui était meilleur d'un dindonneau à celui de son adversaire, afin d'illustrer l'extrême corruption de ce lieutenant criminel du Châtelet de Paris, Jacques Tardieu. Jacques Tardieu, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais il a marqué la littérature, comme je le disais la dernière fois. Son épouse également. L'homme, à l'origine, est conseiller au Parlement de Paris. C'est une charge qu'il a revendue. C'était plus honorifique d'ailleurs que lieutenant criminel au Châtelet, le Parlement étant supérieur au Châtelet, mais le Châtelet, c'était très rémunérateur, théoriquement. Parce que le roi, vous savez, concédait, il devait payer, mais il payait lui aussi rarement. Le déficit des finances royales est légendaire. Vous savez, le gouffre du déficit ne date pas d'aujourd'hui, déficit des finances de l'État. Et donc, notre lieutenant criminel, comme le lieutenant civil d'ailleurs, qui avait la même réputation, se payait souvent sur la bête. Puis c'était des familles riches. On venait souvent, comme je vous l'ai dit la dernière fois, chercher la noblesse après fortune faite dans le commerce, en achetant une charge de magistrat, ce qui permettait d'acquérir la particule et le droit de mépriser les autres, de les regarder avec morgue. Morgue, verbe morguer. Au Châtelet de Paris, en effet, vous aviez une pièce. Alors c'est un château qui est extrêmement sinistre. Les gens y étaient détenus dans des culs de basse-fosse qui étaient souvent envahis par l'eau lorsque la Seine montait. C'était assez effrayant. La Bastille, c'était bien la Bastille. La Bastille, en général, c'était les prisonniers de marque qu'on envoyait là-bas sur lettre de cachet du roi, lettre de cachet, ordre d'incarcération donné par le roi à l'encontre d'une personne. Le roi qui, je vous le rappelle, détient de Dieu les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, le devoir de rendre la justice. Alors, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, pas de problème, vous pouvez parfaitement les assumer avec une équipe minimale, mais rendre la justice sur l'ensemble du territoire national, c'est beaucoup plus difficile, ce qui a amené le roi à déléguer ce pouvoir et ce droit à des officiers, c'est-à-dire des titulaires d'office auxquels on vendait les charges. Vous voyez que tout ça est assez compliqué, mais sachez quand même que le roi peut, et nous le verrons dans une prochaine émission, à tout moment retenir la justice qu'il a déléguée à ses officiers. Donc, parmi ces officiers, Jacques Tardieu. Alors Jacques Tardieu, vous me direz, oui, on en parle, mais on en parlait beaucoup à l'époque. Et je vais vous lire un extrait des Satires de Boileau qui va évoquer d'abord Marie Tardieu. Des chiffons ramassés dans la plus noire ordure, dont la femme, c'est elle, au bonjour composait sa parure. Décrirais-je ses bas en 30 endroits percés, ses souliers grimaçants, 20 fois rapetassés, ses coiffes, d'où pendait au bout d'une ficelle un vieux masque pelé, presque aussi hideux qu'elle. Elle était très moche. Il paraît qu'elle était devenue énorme. Elle avait été jolie quand elle était jeune. Ce sont des choses qui arrivent. Peindrais-je son jupon, bigarré de latin,
qu'ensemble composaient 3 thèses de satin. Oui, elle récupérait les thèses écrites sur des tissus par les étudiants en droit qui l'adressaient à son mari pour s'en faire des vêtements. Vous voyez le personnage. Présent qu'en un procès sur certains privilèges firent à son mari les régents d'un collège. Mais peut-être j'invente une fable frivole, tout prêt à le prouver. Je l'ai vu, 20 ans, Boileau, 20 ans j'ai vu ce couple, uni d'un même vice. À tous mes habitants montrer que l'avarice peut faire dans les biens trouver la pauvreté et nous réduire à pis que la mendicité. Des voleurs qui chez eux pleins d'espérance entrèrent, de cette triste vie, enfin les délivrèrent. Vous voyez que Boileau, visiblement, n'a pas éprouvé un grand chagrin ni une grande peine pour la mort de Jacques et Marie Tardieu. Alors Jacques et Marie Tardieu, pour faire court, Marie Tardieu est la fille d'un pasteur protestant apostat qui est devenu catholique, qui était d'ailleurs extrêmement riche. Et lui, on le soupçonnait de détourner l'argent des quêtes. Vous voyez, il y avait quand même une très solide hérédité. Et Marie Ferrier, donc, qui est originaire de Nîmes, le pasteur a rejoint la cause royale, il en a tiré des avantages d'ailleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle était jeune, donc, elle avait suscité l'intérêt d'un noble, un certain Doradour, qui l'avait enlevée. L'enlèvement étant en général suivi par le mariage, étant donné que le rapteur, s'arrangeait pour consommer le mariage avant qu'il fût prononcé. Alors souvent, les juges, après coup, validaient le coup de force. Alors il l'avait enlevé. Et un soir, le deuxième ou troisième soir de l'enlèvement, il arrive tout parfumé, il avait mis ses plus belles dentelles, etc., pour sauter sur Marie Ferrier. Mais alors Marie Ferrier, elle ne se laisse pas faire, elle lui a tout déchiré, etc. Bref, au bout de 3 jours, le rapteur, l'enleveur, n'avait plus d'autre solution que de la rendre à sa mère, qui entre-temps était allée porter plainte entre les mains du lieutenant criminel du Châtelet de Paris, Jacques Tardieu, et elle lui avait dit: si vous me la retrouvez, je vous la marie et vous aurez 300 000 livres, ce qui était une somme considérable, de dot. Et Tardieu, banco, j'achète. Du coup, Doradour n'épousera pas Marie Ferrier et c'est Jacques Tardieu qui l'épousera. Il vivra avec la mère et sa femme, d'abord sur l'île de la Cité, puis il achètera ce très bel hôtel particulier du quai des Orfèvres. Alors, est évident, et je ne reprendrai pas Boileau, mais je pourrais, parce que Boileau raconte très bien comment, avec cette avarice phénoménale, on va se débarrasser de toute la domesticité, ce qui leur sera fatal. Alors on a commencé par vider les 2 valets jeunes, qui coûtaient trop cher, on a ensuite vidé les 2 servantes, on a enfin, après la mort de la belle Doche, on a vidé purement et simplement le vieux valet qui avait 80 ans, qui faisait encore ce qu'il pouvait. Alors là, c'est affreux. Là, ça explique peut-être, parce que Boileau évoque le cas de ce valet. Là, on a basculé de l'avarice dans l'inhumain, parce que ce type-là, il n'avait plus qu'à aller tendre la main. Ces gens, cette domesticité qui vivait chez ses maîtres, n'avaient rien. Ils mangeaient ce qu'on leur donnait à manger, on leur payait les gages quand on avait le temps, il est reparti comme il était venu sur Terre, complètement nu. Une seule solution, tendre la main dans la rue et dormir. Donc le pauvre homme était condamné à mort par Marie Tardieu, d'ailleurs, parce que Jacques Tardieu avait tenté de retarder l'échéance. Il l'avait toujours connu, c'était un valet qui avait servi son père, et il l'avait gardé le plus longtemps possible. Le carrosse, la calèche, la voiture des Tardieu ne tient plus debout, les chevaux coûtaient trop cher à nourrir, donc on s'est débarrassé des chevaux, et quand il doit se rendre à une réception officielle, Jacques Tardieu emprunte les chevaux de Maître Guillaume, le bourreau de Paris. Voilà où nous en sommes.
En revanche, ils ont cette réputation, et Boileau l'évoque, mais tous ces petites chansons, ces petits poèmes, ces libelles, là, tout ce qui se disait dans Paris, ils sont immensément riches, ils dorment sur des tas d'or. Et c'est cela qui va revenir aux oreilles de nos frères presque vendéens de l'ouest de la France. Et là, ils vont décider de faire un gros coup. C'est bien d'aller récupérer 70 pistoles en les volant à un étudiant ou à un clerc. Là, il y a de l'argent à faire, beaucoup d'argent à faire. Alors, ils vont repérer un petit peu les habitudes. Ils repèrent l'hôtel particulier. Et puis, ce 24 août au matin, alors on le sait, vous verrez d'ailleurs comment on sait tout ça, parce qu'il y a une instruction criminelle très bien faite et très rapide après l'assassinat des Tardieu. Ils vont d'abord aller à la messe. On ne sait jamais, hein. Il vaut mieux s'assurer le secours de Dieu quand on se lance dans une opération comme celle-là. Donc ils vont à la messe, et puis après ils vont frapper à la porte de l'hôtel particulier. Et c'est Marie Tardieu, là, cette ignoble commère, qui est devenue énorme. Alors, on ne sait pas comment, parce qu'elle ne mangeait rien. Mais elle est gigantesque, elle est affreuse. Elle a des verrues partout. Elle leur ouvre. Et là, nos deux lascars, qui ne sont quand même pas des voyous d'habitude, hein, ils n'appartiennent pas à la cour des miracles, hein, ce sont des amateurs. On dirait qu'ils reculent et ils disent « Que voulez-vous » Là, il n'y a personne, il n'y a pas de domestique. Eh bien, nous sommes des jeunes gens de bonne naissance et nous n'avons plus d'argent et nous voudrions que vous nous aidiez à survivre en nous donnant 50 pistoles. Hurlement de Marie Tardieu. Comment 50 pistoles? Jamais. Et elle se met à hurler. Alors François Touché, plus elle hurle, ça va finir par faire du bruit, surtout qu'on est dans le vestibule, on est dans l'entrée de l'hôtel particulier. Alors que fait-il? Il lui fait éclater la tête d'un coup de pistolet. Ouais, voilà. Comme quoi, la messe avait servi à quelque chose, il a bien tiré ce jour-là. Là-dessus arrive Jacques Tardieu, un grand vieillard, tout sec, qui arrive en hurlant. Alors là, François Touché va l'embrocher plusieurs coups d'épée, et voilà notre couple, l'homme et la femme, qui sont étendus sur le sol, qui gisent dans leur sang. Mais problème, le coup de feu, les cris, les hurlements. Il faut imaginer le quai des Orfèvres, qui est la place Vendôme, hein, de l'époque, grouille d'une activité. Vous avez les gens qui viennent regarder, qui viennent voir, imaginer un bord de Seine grouillant d'une population extrêmement nombreuse. Il y a les chalands, il y a les curieux, il y a les clients, il y a tout ce monde, et il y a les orfèvres, il y a Cartier, il y a les autres, hein, ils sont tous là, les boucherons, hein, de l'époque. Et il se trouve que des gens ont entendu les hurlements, les appels au secours, et ont entendu le coup de feu, et on s'attroupe. Badauds, Paris est une ville de badauds, tout le monde s'attroupe. Qu'est-ce qui se passe? Et nos frères touchés entendent bien cette foule qui s'amasse aux portes de l'hôtel particulier. Alors, ils prennent peur. Encore une fois, des amateurs qui n'ont pas de sang-froid. Alors René Touché file se planquer dans la cave, cependant que François, qui est l'homme d'action de la fratrie, monte sur les toits et va se dissimuler derrière une lucarne. Et là, la foule essaye d'ouvrir la porte de l'hôtel particulier. Or, elle n'y parvient pas pour une raison très simple. C'est que les Tardieu avaient tellement peur d'être volés qu'ils avaient mis en place
ils avaient fait installer un système de sécurité avec des secrets, des mécanismes secrets qui ont fait d'ailleurs que les frères Touchet, qui au début ont voulu s'enfuir, l'intérêt de tuer deux vieillards, pour s'enfuir immédiatement, mais ils n'ont pas pu ouvrir parce qu'ils ne connaissaient pas le code. Donc, ils ont été obligés de trouver un moyen de se tirer différent de celui qui était prévu. Là, ils avaient une chance de s'en sortir, s'ils étaient sortis immédiatement, s'ils avaient pu prendre la fuite immédiatement. Bon. Et on fait venir un serrurier, le serrurier ouvre la porte, et là, scène de crime. On voit les deux cadavres et un exempt du roi qui passait par là prend les choses en main, il récupère un soldat des gardes dont l'histoire, du régiment des gardes, dont l'histoire a conservé le nom, Jacques Desbourneaux, dit l'Espérance, et qui est un type courageux. Et il y a 2 ou 3 hommes d'armes qui sont également là par hasard, parce qu'il n'y a pas de police. Alors là, aucune police. Nos 2 magistrats, lieutenant civil et lieutenant criminel, n'ont jamais été capables de mettre en place une police. D'ailleurs, certains archers auraient dû être payés par eux. Alors vous pensez que Tardieu, il n'était pas question qu'il embauche plus de policiers que son avarice ne lui permettait d'envisager. Donc là, l'Espérance a vu un homme qui se cachait sur les toits, donc il va monter dans le grenier, il va sortir, il va maîtriser, il y a une bagarre là-haut sur les toits, je vous dis, le type était courageux, il va maîtriser François Touchet. Alors François Touchet hurle « Je veux un confesseur, je veux un confesseur ». On se demande bien pourquoi d'ailleurs, puisqu'après il dira qu'il n'a rien fait, qu'il n'a rien vu, d'ailleurs qu'il n'était pas là. On l'amène en bas et on appelle, alors évidemment, toutes les hautes autorités de l'époque. L'assassinat de l'équivalent du procureur de la République de Paris, même à l'époque, ça fait du bruit, ça fait énormément de bruit. Donc là, toutes les autorités possibles et imaginables arrivent et on va trouver René Touchet dans la cave et là, la justice va être très très rapide. Dès le 24, dans l'après-midi, commence l'instruction. C'est un conseiller du Parlement de Paris qui en est chargé. Il faut savoir que l'assassinat d'un haut magistrat est considéré comme un crime de lèse-majesté au 2e degré. Le crime de lèse-majesté, c'est s'en prendre à la personne du roi, au corps sacré du roi. Le crime de lèse-majesté au 2e degré, c'est s'en prendre à celui qui détient au plus haut niveau son autorité de la personne du roi. Donc, on commence l'instruction. Et malheureusement, c'est là où on a conservé un certain nombre de documents de ce procès. Malheureusement, nous n'avons pas l'interrogatoire de personnalité des frères Touchet, qui a été mené par ce conseiller au Parlement de Paris. Cette pièce a disparu parce que ça nous aurait renseigné sur leur personnalité et sur leur statut social. Nous ne savons pas s'ils étaient réellement nobles ou s'ils appartenaient à une famille instruite. Il semblerait on a retrouvé des lettres écrites par la mère aux enfants, mais était-ce une lettre écrite par un écrivain public ou par elle, ce qui exclut une origine modeste, parce que ne savait lire et écrire que certaines couches très supérieures et intéressées par les conquêtes intellectuelles de la population, on ne le sait pas, on ne le saura pas. Donc, on procède à l'interrogatoire, l'on va, le 25, procéder à l'autopsie des corps, évidemment. Alors, tout ça se situe, on a transporté les corps au Parlement. Bon, Madame Tardieu a la tête éclatée, son mari est lardé de coups d'épée, et puis on procède aux interrogatoires. Alors, François Touchet, lui, non, j'étais pas là, j'ai rien vu. Et René Touchet, lui, il avoue, d'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose, René Touchet, il a surtout accompagné son frère. C'est le frère cadet qui est l'initiateur du crime, et c'est lui d'ailleurs qui va procéder aux actes définitifs. C'est lui qui tire le coup de pistolet, c'est lui qui tue Jacques Tardieu.
Ils avouent, on a retrouvé, l'enquête est bien faite d'ailleurs, on a retrouvé les 2 victimes de leur vol, on a un récit complet de leur tombée dans la dèche, on a entendu l'horlogeur, les propriétaires des logements qu'ils ont loués, dont ils n'ont pas payé les loyers, et l'affaire est vite expédiée, puisque c'est le 27, vous voyez, crime le 24. Le 27 au matin, on va juger. Alors c'est le Parlement de Paris qui juge, lèse-majesté, c'est-à-dire que c'est ni le bailliage du palais, ni, c'est-à-dire cette juridiction compétente pour connaître les crimes commis autour du Parlement, ni le Châtelet. Non. Là, on évoque au plus haut niveau et les conseillers vont voter la mort à l'unanimité. Alors, comment se déroule cette condamnation? Eh bien, la mort est votée en opinant du chef, une expression qui est passée dans le langage courant, qu'on n'emploie plus guère aujourd'hui, mais les magistrats retiraient leur toque et la posaient devant eux, en commençant par le plus jeune. Et une fois que le tour de table était fait, la mort avait été votée. Alors la mort, vous me direz la mort, qu'est-ce que ça représente à l'époque où la vie était brève? Pas grand-chose. Et donc, on va quand même agrémenter les choses. On ne va pas les pendre, c'est trop rapide. Donc, ils sont condamnés à être roués vifs, c'est-à-dire qu'on les installe sur une roue, on les attache, et le bourreau, maître Guillaume, leur brise les membres à coups de masse de fer. Et là, ensuite, les gens meurent de leur belle mort. Ça peut durer plusieurs jours. Ils ont les os brisés, ça n'est pas mortel. Ils peuvent encore respirer et ils meurent dans des conditions assez désagréables. Il faut bien le dire. Alors, ce qui est prévu la plupart du temps par les conseillers, c'est que, en fait, le bourreau, par la juridiction, c'est que le bourreau les étranglera avant ou après les coups, on ne sait pas trop, mais il y a une mesure d'humanisation du châtiment, et là, elle n'est pas prévue. C'est la seule chose que François, qui va avouer son crime, d'ailleurs, à la fin, va dire, mais est-ce qu'on va nous étrangler? Bon, ils vont être exécutés le 27 août, donc en début d'après-midi, et l'on dit que maître Guillaume les étranglera vers 21h le soir. C'est le bruit qui a couru dans Paris. Énorme scandale, donc, que cette affaire de la mort de Tardieu. La ville, il n'y a pas la télé, mais à l'époque, on en parle énormément. Et surtout, cette affaire va attirer l'attention du jeune roi. Louis XIV, c'est pas un rigolo, c'est un vrai chef d'État et c'est un véritable homme d'État. Pour lui, il y a un problème. Eh bien, on va geler la charge de lieutenant criminel. C'est-à-dire qu'on ne la remet pas dans le commerce. Et puis, comme le lieutenant civil vient de mourir à son tour, et ça sera l'objet de nos prochaines émissions, parce que Dreux d'Aubray, le lieutenant civil, lui, il est empoisonné par sa fille, la marquise de Brinvilliers, et son fils, qui lui succède, est à son tour assassiné par sa sœur. Donc, on gèle les 2 charges, et l'on va organiser un travail considérable dans l'hôtel particulier du chancelier Séguier, en présence du maréchal de Villeroy. 13 conseillers d'État vont décider une réforme fondamentale, celle de la création de la charge de lieutenant de police de Paris. La formule est remarquable. Mars 1667, le roi signe le texte suivant: les fonctions de justice et de police sont souvent incompatibles et d'une trop grande étendue pour être exercée par un seul officier dans Paris. Ne cherchez pas plus loin, le poste de préfet de police est créé et on vient de séparer pour la première fois les fonctions judiciaires et les fonctions policières. Je vous dis, pour la suite, en fait, de cette affaire, à travers celle des poisons, à dans 15 jours, très chers téléspectateurs.